Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le sujet de la fatigue et des troubles du sommeil. Alors c'est un sujet qui est très intéressant et qui touche malheureusement beaucoup de monde, y compris les personnes qui sont touchées par la fibromyalgie et qui ont cette très désagréable sensation de se réveiller le matin avec l'impression d'être toujours aussi fatigué que la veille, de ne pas avoir dormi ou en tout cas de ne pas avoir eu un sommeil suffisamment récupérateur. Et donc on va s'intéresser aujourd'hui à une cause potentielle qui peut être à l'origine de ces troubles du sommeil et à cette sensation hyper désagréable que l'on peut ressentir dans ces cas-là. Pour commencer, on va s'intéresser à une hormone que tu connais d'ailleurs très certainement puisqu'elle est souvent associée à ces troubles du sommeil. Et c'est la mélatonine. Alors la mélatonine, comme je le disais, c'est une hormone qui va intervenir notamment dans le cycle ou l'horloge interne de notre organisme qui va favoriser un état de sommeil de qualité. Donc pour ça, la mélatonine, en fait, elle est sécrétée à partir du moment où on commence à diminuer les lumières, puisque on est d'accord que naturellement, quand il fait nuit, c'est la phase de repos pour l'organisme. Donc par conséquent, la mélatonine va être sécrétée quand il va y avoir une baisse de luminosité. Il y a un deuxième facteur qui est hyper important pour que cette mélatonine soit sécrétée, c'est le magnésium. S'il n'y a pas suffisamment de magnésium, il n'y aura pas une quantité suffisante de mélatonine sécrétée. Donc déjà là, on se rend compte que la mélatonine, pour qu'elle soit sécrétée suffisamment en bonne quantité et donc pour permettre de favoriser un bon état de sommeil, ça va passer par une quantité suffisante de magnésium. Et tu vas voir que malheureusement, le magnésium est bien souvent en carence dans les organismes des personnes qui sont touchées par la fibromyalgie. Mais tu vas me dire, ok, alors du coup, cette mélatonine, si je prends des plantes qui vont stimuler sa sécrétion, c'est bon, du coup, je ne devrais plus avoir de problème de sommeil. Et en fait, non. Puisque cette mélatonine, pour qu'elle puisse être sécrétée par ton organisme, il lui faut en fait son précurseur qui est la sérotonine. Alors la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui va donc permettre la sécrétion de mélatonine. C'est un neurotransmetteur qui est primordial et qui intervient à plusieurs niveaux. La sérotonine, tu vas peut-être l'entendre quand tu penses à ce mot, c'est le neurotransmetteur de la sérénité. C'est ce neurotransmetteur qui va te faire permettre et favoriser un état de détente, de relaxation, qui va être propice à la sécrétion de mélatonine. Pareil, tu vas me dire, ok, c'est cool, du coup, ce neurotransmetteur, où est-ce qu'on le trouve, comment il fonctionne, etc. La sérotonine, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'on puisse en bénéficier, il va lui falloir aussi son précurseur qui va vraiment être à l'origine de la sécrétion, de la production et de la stimulation de la sérotonine. Et ce précurseur, c'est le tryptophane. Alors le tryptophane, ce n'est ni une hormone ni un neurotransmetteur, c'est ce qu'on appelle un acide aminé essentiel. Ça veut dire que concrètement, le corps ne sait pas le fabriquer, il a donc besoin qu'on le lui apporte par le biais de l'alimentation. Ce précurseur, ce tryptophane, c'est lui qui permet la production de sérotonine et qui va donc engendrer la sécrétion de mélatonine. Ça veut dire que concrètement, s'il n'y a pas de tryptophane dans notre alimentation, il n'y a aucun moyen de produire une quantité suffisante de sérotonine et donc de mélatonine et par conséquent, on peut ressentir des troubles du sommeil. Alors, à ce stade-là, tu vas me dire, ok, donc tryptophane, j'ai bien compris, il faut que j'en mette dans toute mon alimentation en priorité pour que je puisse avoir donc tout l'enchaînement et augmenter et avoir une bonne qualité de sommeil. Alors, ce qui est vrai, puisque notamment le tryptophane, on le trouve en grande partie dans la viande, le poisson, les algues, la banane ou le cacao. Donc, en théorie, si tu te nourris donc quotidiennement à tous les repas de viande, de poisson, d'algues, de banane ou de cacao, ça voudrait dire que tu as donc ton tryptophane en quantité suffisante et que donc par conséquent
il n'y a pas censé y avoir de problème au niveau de ton sommeil. Donc déjà là, si tu te rends compte que non, dans ton alimentation, tu manges pas beaucoup de viande, très peu de poissons, les algues, n'en parlant pas, il y a quasiment personne qui en mange, en tout cas en France. Par contre, la banane et le cacao, là, il y a un peu plus moyen, mais comme on sait que c'est ça a autant d'avantages que d'inconvénients, on évite. Donc en fait, on peut très vite se dire que le tryptophane, finalement, on n'en a pas énormément dans notre alimentation. Donc déjà là, tu peux te rendre compte que si tu augmentes tes apports sur chacune, au moins dans une des catégories d'aliments qui sont présentés ici, tu vas donc pouvoir enclencher ce processus. En réalité, déjà, on sait que dans la viande et dans le poisson, il n'y a pas uniquement cet acide aminé essentiel, donc le tryptophane, il n'y a pas que celui-ci. Il y en a d'autres qui sont eux aussi essentiels. Et en fait, on se rend compte que le tryptophane, il est assez sensible à ces autres acides aminés et il va rentrer en concurrence avec eux lorsqu'il va devoir passer la barrière hémato-encéphalique, donc au niveau du cerveau. Et en fait, s'il est présent en même temps que les autres acides aminés, ce sont les autres acides aminés qui vont avoir beaucoup plus d'affinité et qui vont pouvoir passer beaucoup plus facilement cette barrière hémato-encéphalique. Donc déjà là, on se rend compte que si en fait on se nourrit énormément en viande et en poisson, on va avoir ce petit problème qui est que le tryptophane ne va pas pouvoir passer aussi facilement et ce qui peut donc engendrer un état de carence en sérotonine et donc par conséquent une carence en mélatonine. Mais c'est pas tout. Puisque pour que tous ces nutriments puissent être utilisés par l'organisme, ça sous-entend qu'il faut notamment un système digestif qui soit opérationnel. Et oui, forcément, tu vas lui apporter des aliments qui vont avoir besoin d'être transformés, de pouvoir être assimilés et transportés vers les organes qui en ont besoin. Donc si ton système digestif a déjà des fragilisations, que ton foie ne fonctionne pas correctement, que tes intestins ne fonctionnent pas correctement, forcément, ça va empêcher une bonne assimilation du tryptophane. Donc déjà là, on se rend compte en fait que la potentielle cause de tes troubles du sommeil peuvent déjà venir en partie d'une carence en ces aliments ou alors d'un trouble digestif qui va empêcher leur absorption correcte. D'autant plus que la sérotonine, c'est donc un neurotransmetteur qui se trouve à 90% dans tes intestins. On comprend tout de suite que si tu as une fragilisation ou tu as des troubles intestinaux, tu ne vas pas pouvoir transformer le tryptophane en sérotonine et donc par conséquent engendrer des carences et alimenter ces troubles du sommeil que tu peux ressentir. Déjà ça, c'est un très bon moyen, une bonne méthode de se rendre compte en fait que ces troubles du sommeil ont plusieurs causes, mais que finalement en fait ces causes elles sont pas si complexes que soi et elles ont une origine commune. Il y a un deuxième mécanisme que j'ai envie de t'expliquer tout de suite à propos du tryptophane, de la sérotonine et de la mélatonine, c'est que notamment pour pouvoir sécréter de la sérotonine, il va lui falloir des cofacteurs. Pour la sérotonine, c'est la vitamine B6. S'il n'y a pas de vitamine B6, c'est comme pour la mélatonine qui n'a pas de magnésium, il n'y aura pas une production, une transformation du tryptophane en sérotonine correcte. Donc là aussi, forcément, ça sous-entend qu'il faut avoir des apports en quantité suffisante de magnésium et de vitamine B6 pour pouvoir mettre en place tout ce processus. Et il y a autre chose qui est très important au sujet du tryptophane, c'est qu'en fait, ce n'est pas sa seule voie de transformation. Le tryptophane peut être utilisé pour produire de la vitamine D3. Et donc tu vas me demander, dans quel cas en fait le tryptophane va être utilisé pour la sérotonine et dans quel cas il va être utilisé pour la vitamine D3 ? En fait c'est très simple. Quand il y a une hypercortisolémie, donc c'est-à-dire une surproduction de cortisol qui est l'hormone du stress, je vais détailler un petit peu ça. En fait, dans ce contexte-là, donc quand on subit un stress, le tryptophane va être utilisé en majorité pour la production de vitamine D3 qui permet la production d'ATP, autrement dit la production d'énergie. Parce qu'en fait, c'est très simple, nous avons un cerveau qui, à l'origine, n'avait que comme seule préoccupation la survie.
Donc dès qu'il y avait un stress dans l'environnement, eh bien le corps, ce qu'il voulait, c'était survivre, et donc il mobilisait tout son organisme pour pouvoir soit combattre, soit fuir. Et donc par conséquent, il y avait ce mécanisme qui se mettait en place où le tryptophane était utilisé pour la production de vitamine D3 qui allait favoriser du coup une forte production d'énergie, soit pour faire face au danger, soit pour le fuir. Et en fait, ce mécanisme-là est donc un mécanisme naturel et ancestral et donc perdure encore aujourd'hui. Ce qui fait que quand on fait face à un stress, tu peux le constater d'ailleurs quand tu vas te coucher et que tu es stressé, tu as de grandes difficultés à t'endormir. Et en fait, l'explication, elle vient de là. Le tryptophane ne va pas du tout être utilisé pour se relaxer, puisque là, visiblement, en fait, tu es en état de stress, donc absolument pas en état favorable pour dormir et pour te relaxer. Donc ton corps, lui, il exécute en fait tout simplement. Tu es stressé, donc ça veut dire que tu dois faire face à une menace ou essayer de la fuir. Donc lui, il va te produire de l'énergie pour te maintenir éveillé, maintenir conscient, et donc faire en sorte que tu réagisses si jamais il y a bel et bien un problème. Et d'autant plus qu'il y a autre chose qui est très très important, c'est que cette vitamine D3 et le stress notamment, c'est surtout le stress d'ailleurs, il a cette capacité d'inhiber et de chasser le magnésium. Ça veut dire que concrètement, quand tu rentres chez toi, que tu as passé une sale journée où tu repenses à ce qui s'est passé, ou alors tu es encore en train d'anticiper sur ce qui va se passer demain, et ça te poursuit jusqu'à ton lit, jusqu'au moment où tu commences à vouloir t'endormir, et que tu es là avec cette hyperactivité mentale, à réfléchir, anticiper, etc. Ça donc génère du stress, et donc en plus de t'empêcher de sécréter de la sérotonine, ça va concrètement chasser ton magnésium et donc empêcher totalement un bon sommeil de bonne qualité. Donc déjà là, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas trop envie de passer par ce mécanisme-là. Donc finalement, si on devait retenir 3 recommandations essentielles pour te permettre de favoriser une meilleure qualité de sommeil, ça va être en tout premier lieu, de permettre de diminuer ce niveau de stress. Alors pour ça, il y a plusieurs techniques, mais en tout cas, là, tu comprends à quel point c'est primordial si tu veux améliorer ton sommeil. Donc ça peut passer notamment par la cohérence cardiaque pour les personnes qui ont du mal à se laisser aller complètement. Là, ça favorise du coup la concentration sur la respiration, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça peut être sinon la méditation pour les personnes qui arrivent un petit peu mieux à se détendre. Ça peut être aussi le fait de prendre un bain. Ça peut être le fait de diffuser quelques huiles essentielles. En tout cas, il y a plusieurs possibilités pour te permettre déjà de te recentrer sur toi-même, te concentrer sur l'instant présent et finalement baisser ce niveau de stress qui est vraiment dommageable quand on cherche à dormir correctement. Ensuite, la deuxième recommandation que je peux te faire par rapport du coup au tryptophane, ça va être forcément de travailler sur ton système digestif. T'auras beau augmenter tes parts de tryptophane et augmenter ton alimentation de sorte à ce qu'il y ait suffisamment de tryptophane, ça va en revenir en fait à remplir ton réservoir dans ta voiture d'essence alors que ton réservoir, il a des trous. Donc tu comprends bien que forcément si tu cherches pas à donc travailler sur la cause, finalement en fait tu vas essayer de remplir tes réserves, mais comme elles sont déjà trouées, ça va pas servir à grand chose. Donc deuxième axe d'action, ça va être de travailler sur ton système digestif et notamment travailler sur tes intestins, puisque je te le rappelle que c'est à ce niveau-là que la sérotonine va être transformée. Donc si tes intestins ne sont pas de bonne qualité et ne sont pas opérationnels, il n'y a pas moyen que la sérotonine soit fabriquée correctement. Et la troisième recommandation que je vais te faire, ça va être de limiter tous les métaux lourds et en particulier les pesticides et le PCB. On sait aujourd'hui, d'après des études récentes qui ont été faites, que en particulier le PCB et les pesticides vont complètement inhiber l'action de la sérotonine. Donc c'est hyper dommageable. On sait à quel point ça va être donc prioritaire d'éliminer ces polluants pour ton organisme, puisque en fait ils vont complètement paralyser la chaîne de production.
Donc ça serait complètement aberrant en fait de continuer sur ce système qui, on le sait, du coup, est dommageable pour ta santé. Donc tout le monde n'a pas forcément le temps ou les ressources financières pour acheter bio, donc au moins le minimum du minimum, c'est de bien nettoyer et de passer sous l'eau, frotter ses légumes, ses fruits avant de les consommer pour essayer d'enlever au moins tous les pesticides qui sont contenus à la surface des produits. Ça, c'est vraiment essentiel. De bien rincer son riz avant de le cuire. Vous voyez, ce genre de petits gestes qui peuvent vraiment faire la différence et qui peuvent vraiment te permettre de baisser ta pollution organique qui génère du coup cette toxémie et qui en plus t'empêche de produire la sérotonine en quantité suffisante. J'espère que cette vidéo, elle t'a bien plu. En tout cas, je te remercie pour l'avoir visionnée. Pense bien à t'abonner et pourquoi pas mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à te sortir de nouvelles vidéos sur tous les troubles que ressentent les personnes atteintes par la fibromyalgie. Je te dis à très bientôt et merci encore pour le visionnage de cette vidéo.